Welcoming Sí, the sí. yeah. The planet Yellow. Yeah, with your future. Bonjour a tutti. Good morning. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Je ne sais pas si je vous ai manqué, moi. C'est vrai? C'est vrai? C'est vraiment vrai? Vous m'avez manqué. J'aimerais prendre le temps d'embrasser chacun d'entre vous. Mais probablement, si j'y mettais tout l'amour que j'ai pour vous, le stage, on irait jusqu'au bout du stage en faisant que ça. Alors, je suis obligé de me limiter. Mais je vous aime tellement. Tout a commencé en Europe, quand même. Ça restera dans les siècles des siècles. Hein, c'est quand même si je suis un peu japonais maintenant, un peu asiatique, tout a commencé en Europe. Hein? Ah, y a tout le monde, ça me fait tout drôle parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait des stages en français. Il se peut que je cherche mes mots par moment. Vous me pardonnerez, hein, parce que j'ai pris l'habitude de penser en anglais. Alors, mais c'est un immense plaisir de commencer un stage en français. Je vais réapprendre doucement la langue. Vous m'avez manqué. Je vous le dirai jamais assez. C'est bien, c'est vrai, l'Internet et la vidéo l'an passé, c'était super. Mais vous sentir. Vous sentir. Il y en a qui sentent, là, je le sens. C'est bon, c'est bon. C'est bon, faut pas avoir honte de ces odeurs. C'est nos odeurs naturelles. Aucun animal n'a honte de ces odeurs. Il n'y a que les humains qui disent « Ah, je sens ». Ben oui, c'est toi, tu sens. C'est normal de sentir. Pas trop. Il faut se laver. Mais allô? 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 Ça fait maintenant plus de 6 mois que je n'ai pas utilisé de savon. Ça se sent? Non, ça se sent pas du tout. Mais par contre, je me lave à l'eau 2 fois par jour. Mais à l'eau. Et je vous recommande de faire pareil. J'avais des petits problèmes de peau. C'est fini. Pas de shampoing, de l'eau. Pas de dentifrice qui sont pleins de saloperies chimiques. De l'eau, mais on brosse 2, 3, 4 fois par jour. À l'eau. Vous connaissez un animal, vous, qui se lave au savon? Vous avez déjà vu un chien en train de se frotter avec du savon? Les moutons sont gras. Je ne parle pas de la viande, mais vous touchez un mouton, vous êtes plein de graisse. C'est naturel. Et nous avons, nous, humains aussi, de la graisse de peau qui est naturelle. Parfois, il y a des gens qui ont des rougeurs. Ça m'arrive aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des rougeurs? Et les médecins vous donnent... Médecins, c'est des empoisonneurs publics. Hein. Ils vous donnent des crèmes, des pommades, des trucs. C'est des saloperies. Je vous recommande un petit truc. On a de la graisse de peau naturelle. Si on n'utilise pas de savon, c'est le meilleur produit de beauté du monde. C'est normal. Ça a été fait par qui? Par les Elohim. Alors, quand vous avez une petite rougeur, vous vous frottez autour du nez, il y a énormément de gras, et puis vous appliquez sur la rougeur. C'est un gras naturel de peau qui contient tout ce qu'il faut pour soigner tous les problèmes de peau que vous pouvez avoir. Alors c'est pour ça que je dis j'aime vous sentir. Qu'est-ce qu'on fait quand on met du savon? Et après c'est pas que le savon. Les gens ils mettent du savon, puis après, les Japonais sont terribles. Pour ça ils sont terribles. Hein, je leur fais la guerre. Vous prenez un bain, vous ça dure 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes avec une bougie et une belle copine. Mais les Japonais ils se frottent, ils se grattent, ils s'arrachent la peau pendant. C'est épouvantable. Pratiquement ils prennent de la toile et de la toile émerie. Hein, ça s'appelait comme ça, si je me souviens, mais je n'ai pas perdu mon français, du papier abrasif. Et ils s'arrachent la peau, mais c'est incroyable. Ils sont tout couverts de mousse, 3-4 fois de suite, tous les matins. Pas une fois, 3-4 fois, puis après ils rincent, puis ils recommencent. Et les shampoings, ils frottent, ils sont tout rouges.
Peut-être parce qu'ils veulent plus être jaunes, je sais pas. Mais c'est et alors, ben évidemment, c'est le pays où il y a le plus de maladies de peau au monde. Alors je leur dis, arrêtez quoi, juste de l'eau. On est fait pour l'eau. Un chien, il voit une rivière, il va se baigner, il ressort. Il a toujours son gras. Ça a enlevé la poussière. Vous serez surpris sur les brosses à cheveux, les filles. Et les cheveux deviennent très, très beaux. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous dites, les filles, vous dites, hein, généralement les filles, les hommes, on s'en fout un peu. J'ai les cheveux gras. C'est naturel. Et plus vous mettez du shampoing, qu'est-ce qu'il fait le corps? Il fait plus de gras. Parce qu'il sait que s'il n'y a plus de gras sur les cheveux ne sont pas protégés. Qui c'est qui a les plus beaux cheveux du monde? C'est les gens d'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du gras sur leurs cheveux. Vous avez vu les filles du Maroc, de Tunisie, d'Algérie? Elles se mettent du gras. Les filles européennes, elles mettent du shampoing pour enlever tout le gras. Résultat, elles ont les cheveux de plus en plus gras. Il faut faire après des shampoings tous les jours. Parce que le corps, créé par nos bien-aimés créateurs, les Elohim, produit du gras. Et plus on lui enlève, plus il en produit. Si vous arrêtez d'utiliser des shampoings, juste de l'eau, tout d'un coup, les cheveux la production de gras sur la peau et sur le cheveu va diminuer. C'est naturel. Les odeurs, pas du tout. Si vous transpirez beaucoup, évidemment, à un moment donné, ça fermente. Chaque fois que je fais du sport, je passe un petit gant de toilette mouillé, mais avec de l'eau, juste de l'eau, et l'odeur est partie. Il reste une petite odeur naturelle, une petite prime pour cette odeur naturelle. C'est pour ça que j'aime vous sentir. Vous ressentir aussi, mais vous sentir. Surtout les filles, pardon. Surtout les petits anges, j'adore les sentir. Pourquoi? Parce que ces odeurs naturelles contiennent des phéromones qui créent une excitation sexuelle. Alors s'il y a une fille qui vous plaît, que vous approchez, vous êtes mis des parfums, des trucs pour cacher vos odeurs naturelles, elle va être moins excitée que s'il y a vos odeurs naturelles, un peu musquées. Surtout autour du sexe de l'homme, il y a une odeur naturelle un peu musquée qui fait que quand une fille s'approche, et elle vous aime, il y a la conscience quand même en premier, bien, ça va créer davantage de réactions. Et il faut se sentir, se toucher, se ressentir. C'est normal. Il faut sortir de cette espèce de civilisation artificielle qui veut rendre les hommes et les femmes inodores, insipides, ça veut dire sans saveur. Je n'ai pas perdu tout mon français quand même. Il m'en reste un petit bout. Il faut qu'on retrouve cette nature merveilleuse que les Elohim ont créée. Ils nous ont créé. Pourquoi ils nous auraient créé avec des bras qui sentent fort, des dessous de bras qui sentent fort? Pour dire, Elohim, pourquoi vous m'avez fait des dessous de bras qui sentent fort? Je suis obligé de mettre. C'est naturel, c'est normal. Nous sommes biologiques, vivants, et les odeurs contribuent à la communication. Il y a des messages dans nos odeurs. Les gens qui ont peur dégagent une odeur que les chiens sentent tout de suite, ceux qui ont des chiens. On dégage des odeurs. Quand on est en harmonie, on a une odeur aussi. On est en odeur de sainteté. On le dit. Quand vous êtes harmonieux, quand vous atteignez des niveaux bouddhistes ou nirvanistes, vous dégagez des odeurs très agréables, qui attirent les gens, qui créent de l'harmonie. Vos odeurs harmonisent les autres. Si vous avez peur, et vous l'avez probablement ressenti dans votre vie, vous approchez de gens, je ne peux pas le sentir, celui-là, on dit. En français, on dit ça. Pourquoi? Parce que l'odeur de ces gens-là est tellement chargée de négatif qu'on ne se sent pas bien avec eux. Donc nos odeurs parlent. On parle plus avec nos odeurs qu'avec notre bouche. On peut mentir en disant « je t'aime », puis il y a des odeurs de haine qui sortent. C'est incroyable, hein? Les Africains sont super pour ça, j'adore l'Afrique, parce qu'ils viennent, ils veulent me toucher, me sentir, presque me lécher. Pas partout, s'il vous plaît. Mais c'est important de se toucher, d'être au contact, de se sentir. Et vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué terriblement. Vos odeurs m'ont manqué. J'adore le Japon, je suis très bien au Japon, mais ils ne sentent pas, les Asiatiques n'ont pas d'odeur, presque. Ah, ça se développe avec le temps, on finit par développer, mais ils ne sentent rien. Les Africains, par contre, là, ça va. Là, je peux rester à 10 mètres, je les sens. Mais en Europe, à une distance normale, je les sens aussi. Au Japon, rien. Puis il faut s'approcher très près, développer des sensations olfactives plus fortes, parce que
ils n'ont pas d'odeur. Mais vous, je vous sens et je vous aime. Ça, j'ai fait le tour tout à l'heure, je me suis régalé. Soyez pas gênés de vos odeurs. Elles sont naturelles, elles sont belles. Les Elohim nous ont créé odorants. Ben ça fait partie de l'équilibre naturel de nos sens, de sentir. Je vous l'ai dit il y a des années, vous vous rappelez, ça vous avait fait rigoler tout au début des stages. Je vous ai dit, les odeurs, c'est normal. Il y a peut-être plus de 25, 30 ans, je ne sais plus. Je vous ai dit, le derrière de Miss Univers sentira toujours la merde. Ça fait partie des odeurs. Et c'est pas pour ça que vous allez, si vous avez le privilège de passer une nuit avec Miss Univers, vous allez dire « Ah, ça sent l'anus sent la merde, je veux pas rester avec elle. » Je crois pas, hein. Au contraire. Mais parce que ça fait partie de la vie. Mais alors là aussi, il y a des gens, ils ont des papiers hygiéniques bourrés de saloperies chimiques qui vont vous donner des cancers de l'anus, qui mettent des odeurs. Utilisez pas ça, s'il vous plaît, n'utilisez pas ça, c'est des poisons. On en reparlera pendant ce stage, je veux vous protéger, parce qu'on est envahi de poisons de toutes sortes, partout. C'est un vrai slalom, entre le MSG, dont je vous parlerai très longuement, parce que j'en ai été victime, les pesticides qui sont partout, et les radiations de Fukushima, merci le Japon, on ne sait plus comment faire. C'est un vrai jeu de piste d'aller faire le shopping, hein, d'aller acheter son épicerie, comme on dit au Québec. Mais ça, tout ça, je vais vous donner des tuyaux, parce qu'il faut qu'on préserve ce code génétique qui nous a été donné par les Elohim, qui sent, qui est naturel. Nous sommes biologiques, tout le monde va acheter du biologique. Ben, on est bio, nous. Et si on continue, on va devenir complètement plein de pesticides et de E340, etc. C'est ce qui est en train de se produire à cause de ce qu'on bouffe, de ce qu'on respire, de ce qui est partout dans la nature. On est en train, s'il y avait une étiquette sur nous maintenant, on verrait composition E340, E620. On en est bourré. Et aucun gouvernement ne fait rien. Au contraire, ils sont payés par les grandes compagnies multinationales pour qu'on continue légalement de vous bourrer de produits chimiques dans l'eau, dans l'air, dans la nourriture, dans le vin. J'adore le vin. Désolé, je ne peux plus boire de vin. Même le mien. Parce qu'ils mettent du sulfite dedans, qui est un poison qui contient du MSG, qui est une neurotoxine, c'est-à-dire quelque chose qui détruit les neurones. J'aime bien mes neurones. J'aime bien le vin, mais je préfère mes neurones. Et vous ? Vous avez le choix, hein. Mais chaque fois qu'on prend des saloperies, alors on devrait être marqué 100% bio. Et c'est ce que j'espère vous aider à faire par un stage qui sera très axé sur la préservation de ce capital extraordinaire génétique que les Elohim nous ont donné et que la société est en train de détruire en empoisonnant l'espèce humaine. Et pas seulement l'espèce humaine, parce que tout est touché. Tous les animaux, toutes les plantes, tout est touché. Vous savez que je lisais ce matin, parce que je me tiens informé quand même, les abeilles, pour ceux qui aiment le miel, sont en voie d'extinction. Partout, la population des abeilles diminue beaucoup parce qu'il y a des pesticides dans toutes les récoltes, sur toutes les fleurs, partout, ils mettent des pesticides. Okay, il y a un truc plein d'espoir quand même. On vient de s'apercevoir que les abeilles sont en pleine santé et se multiplient très vite dans les villes. Il y a des gens qui mettent des ruches en pourtour des villes. Évidemment, on ne met pas de pesticides sur les arbres et sur les parcs qui sont dans les villes. Donc ces abeilles butinent des arbres qui ne sont pas empoisonnés et du coup, elles se multiplient très très vite. Donc il y a de l'espoir. Ça montre à quel point les zones que les hommes cultivent pour notre nourriture, les abeilles meurent parce qu'il y a du poison. Par contre, les zones où on vit et où il n'y a rien à cultiver sont parfaitement saines. C'est un peu un paradoxe. Là, ce qu'on mange est empoisonné, mais là où on ne mange pas, ça reste naturel et ça reste bon. Je veux vous protéger de tout ça et ce stage va beaucoup être axé sur la préservation du capital génétique que les Elohim ont créé, c'est-à-dire vous, votre corps, votre organisme, le temple des Elohim. Parce que vous ne pouvez pas continuer de fonctionner. C'est vrai, le but du stage, c'est tous d'être des Bouddhas. Et c'est faisable immédiatement. Il faut quand même que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, je vous le rappelle, le MSG. Alors, le MSG, qu'est-ce que c'est ? Monosodium glutamate. Je vais beaucoup insister là-dessus pendant ce stage. C'est quelque chose, en principe, tout le monde sait, ah oui, il faut éviter les restaurants chinois parce qu'ils en utilisent beaucoup. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il y en a 2 fois plus dans la nourriture européenne que dans la nourriture chinoise. 2 fois plus. Les Chinois l'utilisent que dans les restaurants.
presque exclusivement. Jamais les familles en mettent dans la cuisine. Ici, en Europe, j'adore les charcuteries. Hein. Toutes les charcuteries contiennent du MSG. J'aimais bien, moi, le premier MSG, qui était le 13 décembre 1973, deuxième MSG, qui était le 7 octobre 1975, mais pas le autre. Le MSG nous empoisonne. C'est partout. Ils en mettent dans les dentifrices, ils en mettent dans le savon, ils en pulvérisent sur les fruits. Vous achetez des fruits, des raisins sont bourrés par pulvérisation parce que ça fait grossir davantage. Il y en a partout. Dans des choses que... La viande, vous dites, je vais m'acheter un steak, je vais me faire griller un steak, c'est parfait parce qu'au moins là je serai tranquille. Ils injectent avec des micro-seringues les steaks avec du MSG, ce qui fait que vous mangez un steak et après vous vous sentez bizarre, fatigué, dépressif, des attaques de panique, des éruptions sur la peau. Tout ça, la prostate qui grossit chez les personnes d'un certain âge, c'est le MSG. Alors, il faut qu'on arrête de s'empoisonner, on est en train de détruire. Si vous êtes en bonne santé, parce que comment voulez-vous élever votre niveau de conscience si vous perdez des neurones à chaque fois que vous mangez quelque chose? Parce que le MSG, je le répète, est une neurotoxine. Ça veut dire que ça vient détruire les neurones. Alors vous travaillez très fort en me disant « je veux être Bouddha, je vais être en harmonie, je vais méditer comme Raël me l'enseigne ». Vous créez des belles connexions, vous allez manger, clac, ça détruit tous les neurones que vous venez de connecter. C'est aussi simple que ça. Donc, une conscience élevée, c'est dommage de détruire les neurones qui la composent par ce que vous mangez. Alors il faut s'organiser pour ne pas empoisonner ça. Ça, j'en parlerai plus tard. Avant de lancer ce stage, on va revenir sur l'objectif de ce stage. Quel est l'objectif de ce stage? Et là, je vais vous demander pourquoi. Quel est l'objectif? Vous êtes venu de loin, hein? Moi aussi. Pourquoi vous êtes venu au stage? Les nouveaux, hein, les anciens, je sais déjà. Ah, quoique, on pourrait demander aux anciens aussi. On va demander aux anciens aussi. Les nouveaux, ceux qui sont pour la première fois au stage. Pourquoi vous êtes venus là? Est-ce qu'il y a un micro qu'on peut leur passer à la main? Au pied, n'importe comment, mais un petit micro, quoi. Un petit micro. Alors, qui c'est qui veut me dire pourquoi vous êtes venu au stage? J'aimerais savoir pourquoi vous êtes venu au stage. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me dire? Allez, sinon, je vais choisir avec le doigt. Ah, voilà, là, quelqu'un là. Pourquoi tu es venu au stage? J'aimerais savoir. Pourquoi? Italiano, sì. Italiano, sì, Ok. sì. Io sono venuto qui intanto per conoscere te e per ringraziarti, perché appena che ho letto il messaggio mi sono riscoperto già da subito raeliano. È una cosa... Juste un petit... Ok. Juste Sì, très sì, précisément. Sì. Tu comprends en français? Ok. No, un Non? poco. Quelqu'un traduit? Eh, Qu'est-ce que tu espères en venant? Qui io sono venuto perché l'obiettivo mio è quello di diventare una guida. Ed De devenir guide. Super. Sì. Super. E quindi capire... Pourquoi devenir guide? Perché voglio trasmettere l'amore degli Elohim a tutti quanti. Pour transmettre l'amour des Elohim à tout le monde. Super, super, super. Merci. Quelqu'un d'autre? Pourquoi vous avez... Ma question, c'est pourquoi vous faites vos valises? Vous pourriez être bêtement sur n'importe quelle plage ou en vacances dans la montagne, je ne sais pas, et puis dire, non, je vais aller au stage. Et vous utilisez vos vacances, qui sont quand même pas infinies, pour venir ici. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des nouveaux? J'aimerais bien savoir, surtout ceux qui n'ont pas envie de parler, pourquoi vous êtes venus? Ok. Tiens, on va d'un petit micro. Merci. Ah ben dis donc, on te fait faire du sport, hein? Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Je suis venue au stage pour être plus dans l'éveil et plus dans la sagesse. Plus dans l'éveil, plus Oui. dans la sagesse. Oui. Super. Et pour Qu'est-ce que c'est l'éveil et la sagesse pour toi? Alors, l'éveil, c'est être plus éveillé à mon entourage. Oui. Et la sagesse, pouvoir donner de l'amour à chaque moment à toute personne sur la Ok. planète. Super. Pour avoir plus d'éveil et Et plus de sagesse. Tiens, Voilà. tu sais quoi? Tu vas passer le micro, ça évitera à notre amie de courir, parce qu'après, elle va être toute maigre. Donne derrière toi, j'aimerais
Cette personne-là, oui, avec les cheveux. Là, oui, oui. Pourquoi tu es venu au stage? En quelle langue? Sorry? English? English. Yes. 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 I'm Portuguese, but I speak English. English, okay. Okay. So I came to the seminar. It's an invitation of a friend. I came also to have more knowledge, more well-being, more love. I have lots of love inside of me, and I identify with this movement, with this So it's way of life, more way of being. Number one is about love. Sorry? About love. Yes. Ok, pour l'amour. Super. Pour l'amour. Next. Oh, why? Bonjour. Bonjour. Donc, moi, en fait, je suis venu pour. Je pense que je suis raélienne, mais je viens en fait ici pour vérifier si je suis bien raélienne en fait. Pour vérifier. Ok. Bon. Ok. Tu es pas ici? Hein? C'est pas, ça fait rien, ça fait rien. On va prendre des anciens aussi, après on donnera même au guide, on verra. Pourquoi? Alors, c'est pas mon Parce qu'il premier- faut venir encore. On peut dire, je l'ai fait une fois le stage, je viens plus quoi. Reviens. Pourquoi tu reviens? Pourquoi je reviens? Pour retrouver mon harmonie et Retrouver l'harmonie. retrouver l'harmonie. Super. Tiens Marco, pourquoi tu es au stage? Parce que je ne peux pas être ailleurs. Oh, c'est beau. C'est très beau. Tiens, Jean-Pierre Saulnier, il est où Jean-Pierre Saulnier? Tiens, Jean-Pierre, le plus ancien des Raéliens. Présent. Pourquoi tu viens encore? Ça fait combien de stages avec moi? 30? 34, 35. Incroyable, il faut être masochiste pour revenir 35 fois. Non, il faut être heureux. Il faut être heureux. Et ici, c'est l'université du bonheur. Et c'est pour ça que tu es venu encore une fois. Bien sûr. Mais le Et bonheur, t'en as accumulé pendant 34 ans. j'ai commencé à être heureux quand je t'ai connu. Alors donc, t'as plus besoin. Si, parce que le bonheur, ça s'entretient. Très bien. Jean-Pierre, prends une seconde. Viens avec moi là. Viens que je te présente à tout le monde. Pendant que tu es encore vivant, parce que... Jean-Pierre Saulnier, qui est venu me rejoindre, j'étais encore à Clermont-Ferrand, il est venu au Puy de la Sola. Il est allé au Puy de la Sola, lui. Et c'était un des tout premiers. Avant lui, je crois qu'il y a eu juste le père de Benoît. Benoît, il est là? Ouais, c'était juste ton père, je crois, avant. Hein, c'est tout. Et puis, c'est tout. Quelques gens qui sont décédés maintenant. Puis après, il y a eu Marcel Farina. Tous les autres sont morts. Ils sont morts. Profitons-en. Hein. T'as quel âge, Jean-Pierre? Je vais sur 66, c'est ça? 66. Oh, bah, on a presque le même âge, en Oui, fait. oui, Alors, tout à fait. donc, alors, Jean-Pierre, j'aimerais que tu me racontes, que tu racontes à tout le monde ton arrivée au début. Rapidement, hein? Oh là. Quand j'ai découvert les messages, mon arrivée dans le mouvement, elle s'est faite instantanément. Instantanément. J'ai lu le livre Qui dit la vérité à 10 Quelle ans. année? À quelle année? 1974. Tu venais de faire une émission donc dans la rue avec Gilbert Bécaud et puis la valise RTL, je crois. Tu te souviens? J'adorais Gilbert Bécaud. Le jour-là, il est tombé en décrépitude dans mon esprit parce qu'il avait critiqué Raël en disant « Mais qu'est-ce que c'est ce farfelu ?» Je me souviens bien. Et j'ai dit « Là, c'est pas possible. Pourquoi il l'insulte alors qu'il ne le connaît pas ?» Ça m'a révolté et ça a renforcé déjà ce que je venais de découvrir. Et là, à 10h le soir, j'étais avec une petite amie. Je lui ai expliqué ce que j'étais en train de lire. Elle n'a rien compris. Et le lendemain matin, à 8h, j'avais une clientèle de malades. J'étais infirmier, j'avais un cabinet. Et ils avaient la première conférence du mouvement raélien. Je savais que c'était mon rôle. À partir de 8h du matin, je savais que je devais être conférencier pour le mouvement raélien. Et peut-être guide, mais ça n'existait pas encore, les guides, à l'époque-là. Et puis tu es venu après, tu t'es dit je vais aller voir. Je suis allé te voir donc à la salle Pleyel. J'ai rencontré Michel Trachier. On s'est battus comme des tigres pour défendre. Il y avait toute une hostilité, si tu te souviens. Et on était très heureux ensemble de pouvoir être à côté de toi. Et ensuite, tu m'as envoyé un courrier en disant qu'il y avait donc un rassemblement sur le Puy de la Sola. Je me suis précipité là-bas, bien sûr.
Et j'étais perdu dans la montagne. Parce qu'avec ma voiture, on était monté et ma compagne, mais on ne trouvait personne. Personne, c'était désespérant. Pendant plus d'une heure, j'étais désespéré de ne pas pouvoir te trouver. Et C'était pas fléché, quoi. Il y avait non, pas... il n'y avait pas comme on a maintenant. C'était vraiment un jeu de piste. Et d'un seul coup, j'ai entendu des gens qui montaient. J'étais accoudé à ma voiture et j'ai vu le guide des guides qui avançait avec une centaine de personnes derrière. J'ai dit, enfin, le voilà. Puis il m'a regardé avec un grand sourire, et comme par miracle, il savait déjà que j'étais celui qui l'attendait, puisqu'il m'a dit « Viens ». Et là, je t'ai suivi, c'était extraordinaire. Merci Jean-Pierre, c'est des beaux souvenirs. Hein. Eh ben voilà. 34 stages et il est encore là. Alors les antisecs diraient il est complètement empoisonné, contaminé. Mais moi, je crois quand même qu'il a l'air d'un homme sain d'esprit, qui sait rigoler. Si c'est être contaminé qu'être heureux depuis 34 ans, vive la contamination. Alors si vous êtes venu au stage, vous dire je vais aller vers le stage une fois, puis je ne reviendrai plus, attention, vous êtes en danger. Vous risquez de revenir pendant 34 ans. Et il n'est pas tout seul à être venu pendant une trentaine de fois, une trentaine d'années, et même plus pour certains. Donc, attention, vous avez mis le doigt dans quelque chose où vous risquez d'être coincé pendant longtemps. Pourtant, les portes sont ouvertes, les bâches sont ouvertes. C'est magnifique, c'est la première fois qu'on fait un stage à 10 mètres de la mer, dis donc. 21 mètres, j'ai mesuré, 21 mètres. C'est fantastique, quand même, à chaque moment, quand il fait un peu chaud, on va dire on arrête, on va faire une trempette, on revient. Hein? J'envisage même, si c'est faisable, on verra, de mettre les haut-parleurs là-bas. Vous êtes dans l'eau et je vous parle s'il fait trop chaud. Donc c'est ça, l'école du bonheur. Alors, une grande question. Je ne vais pas faire trop long parce qu'il y a un programme, je crois. Sinon, moi, vous m'avez tellement manqué que je ne vais plus m'arrêter. Hein. Tout d'un coup, il va faire nuit et puis on dira « Attends, mais on n'a pas mangé. Je suis capable, hein. Je suis capable. Donc, j'ai une question. Voulez-vous être heureux? Ouais, vous voulez être heureux? Non? Il y en a qui sont déjà venus. Hein. Si vous voulez être heureux, c'est que vous ne l'êtes pas. Donc, mauvaise réponse. Il fallait appuyer plus vite sur le truc. Vous ne voulez pas être heureux. Si vous voulez être heureux, c'est que vous ne l'êtes pas. Le bonheur est immédiat. Si vous pensez qu'il va falloir étudier pendant des années pour atteindre le bonheur, vous êtes dans l'erreur, sur la mauvaise voie. Le bonheur est immédiat. Quel que soit votre état mental, je dis bien, que vous soyez des dépressifs profonds, quel que soit, à moins d'être vraiment à l'hôpital, mais vous n'êtes pas à l'hôpital, vous êtes ici avec moi. Le bonheur est immédiat. Immédiat, ça veut dire tout de suite, pas dans 10 minutes, pas à la fin du stage. Tout de suite. Là, ici. Pas sur la chaise à côté. Pas derrière, pas demain matin. Tout de suite. Immédiat. Respirez un grand coup et dites « ça y est, je suis heureux ». Parce que c'est une décision, le bonheur. Ce n'est pas quelque chose qui va vous venir de l'extérieur, il vient d'ici, de l'intérieur. Être un Bouddha, il disait déjà la même chose, hein, puisqu'il avait déjà reçu le même enseignement des Elohim. Il a eu quoi, Bouddha? Il a tout cherché. Il a fait des conneries. Vraiment, au début, d'abord c'était un riche, donc forcément il était mal parti. C'était une famille très très riche. Il a quitté cette famille en disant « je vais trouver ». En se privant, il mangeait un grain de riz par jour. On dit qu'il était tellement maigre qu'on voyait sa colonne vertébrale à travers son ventre. Hein? Pour essayer de trouver le bonheur. Puis un jour, il s'est assis sous un figuier et il a eu l'illumination. C'est-à-dire c'est immédiat. C'était pas ça lui a servi à rien, les années de recherche. À rien. Si ce n'est à voir tout ce qui ne marchait pas. Et tout d'un coup, l'illumination. Moi, c'est ce que je veux vous donner.
les journalistes ou des imbéciles, c'est un pléonasme, disent Raël, c'est un illuminé. Oui. Redites-le, pour une fois que vous dites quelque chose d'intelligent. Je le revendique. D'ailleurs, mon nom veut le dire. Celui qui apporte la lumière. Comment celui qui apporte la lumière pourrait ne pas être illuminé? Ça serait comme si la bouteille de vin contenait de l'eau. Raël, l'homme qui apporte la lumière. Je suis un illuminé, le plus illuminé des illuminés. Je le veux. Je le veux. Je l'aime, mon illumination. Et je veux que mon illumination vous illumine. Elle ne va pas vous illuminer de l'extérieur. Elle va vous illuminer de l'intérieur. Je veux que vous ressentiez et génériez cette lumière à l'intérieur de vous, immédiatement. Pas demain matin, pas après des ateliers. Ça ne sert à rien, les ateliers. Ça sert juste à vous faire plaisir, à avoir de la joie ensemble. Des joies, mais pas de bonheur. Le bonheur ne viendra pas des ateliers de l'après-midi. Il ne viendra pas de mon enseignement, le bonheur. Il vient de vous. Et uniquement de vous, de l'intérieur, de là, de la conscience que vous avez. C'est immédiat. Vous pouvez immédiatement, tout de suite, là. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous avez essayé. Parce qu'il ne faut pas essayer. Il ne faut pas vouloir. C'est spécial, hein? C'est très spécial, le bonheur et l'illumination. C'est quand vous ne le cherchez plus. Bouddha l'a cherché des années, il ne l'a pas trouvé. À un moment donné, il s'est assis sous un figuier, il était fatigué, il a dit « j'en ai marre de chercher ». Et là que c'est venu. Si vous ne le cherchez pas, vous l'avez. Méditez. Les exercices de méditation, ça vous met dans un certain état mental, une certaine harmonie qui vous aidera à vous trouver dans un état où ça viendra, si vous n'y arrivez pas. Qui vous mettra dans un état où vous ne chercherez plus à l'avoir. C'est lâcher prise. Parce que l'éveil et la conscience, c'est tout le contraire d'escalader une montagne en s'accrochant au rocher. Quand vous vous accrochez au rocher pour grimper, pour atteindre les sommets, vous n'arriverez jamais au sommet. À un moment donné, il faut lâcher prise. Et quand on se laisse tomber dans le vide de l'infini, alors on s'élève. C'est une image paradoxale, mais c'est ça l'éveil. Si vous allongez-vous confortablement, respirez la méditation, hein, vous la connaissez un petit peu, surtout les anciens. Si vous dites, les nouveaux qui viennent parfois, j'ai rien senti à elle. Si tu as essayé de sentir quelque chose, c'est déjà mal parti. Il ne faut pas s'allonger en disant je veux ressentir ce que fait la méditation. Si vous voulez quoi que ce soit, vous n'aurez rien. Si vous ne voulez rien, vous aurez tout. Immédiatement. L'état de Bouddha qui est en vous, car vous êtes... Parce qu'il faut bien expliquer quand même, les Occidentaux ne savent pas ça. Tout le monde se dit, les chrétiens, il y a Jésus, c'est leur Dieu. Ok. Les Juifs, c'est Mohamed. Non, je me trompe, je crois que j'inverse un peu. On va rigoler. C'est Krishna, et puis les hindous, c'est Moïse. Donc, il y a toujours un guide suprême, quelqu'un qui est là. Le bouddhisme, c'est extraordinaire parce que Bouddha, c'est juste le premier qui a réussi. Mais ce n'est pas le chef. L'enseignement de Bouddha, c'est de dire chacun d'entre vous peut devenir comme moi. Pas comme moi, mieux que moi. Et ça, c'est très différent. C'est pas mes frères, mes sœurs, agenouillez-vous et regardez votre Dieu. Je suis la voie, la vérité, la vie. Regardez-moi, vénérez-moi, agenouillez-vous et priez. C'est pas ça du tout, le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est regardez, j'ai réussi à faire ça et vous pouvez faire pareil. C'est très, très différent. Et chacun d'entre vous peut faire la même chose. Vous pouvez être mieux que moi, beaucoup mieux que moi, et c'est mon objectif d'ailleurs, de vous rendre mieux que moi. Parce que vous pouvez être mieux que Yahvé, mieux que les Elohim. C'est très différent des religions. Hein. C'est une religion, on dit religion parce que ça nous rassemble. N'oubliez pas, nous sommes athées. Il n'y a pas de Dieu. S'il y a un Dieu, c'est quelqu'un d'incomparable à qui on ne pourra jamais s'égaler. C'est un objectif inatteignable. Être raélien, non. Être raélien, c'est... Wow, les Elohim nous ont créés à leur image et ils nous disent on va pouvoir faire mieux qu'eux. Et c'est autre chose, ça. Au lieu de regarder le ciel en ayant peur, en étant repenti, on regarde le ciel en disant merci et on va essayer de faire mieux que vous. Vous sentez l'énergie différente? Est-ce que vous ressentez ça?
vous pouvez vous tenir debout sur vos jambes et pas à genoux devant le ciel et dire « Merci Elohim de nous montrer la voie, on va essayer d'aller encore plus haut que vous. » Vous le sentez, ça? Et c'est pas fantastique, ça? Je crois que rien que pour ça, on peut applaudir les Elohim très fort. Oui! Oui! Hey, hey! Et vous écoute. Et moi, je veux que chacun d'entre vous ressente ça. C'est fondamental dans le fait d'être un vrai Raélien. Être un vrai Raélien, c'est le contraire de s'agenouiller, de se mettre à plat ventre devant les Elohim ou devant moi. Hein. Moi, je suis un homme parmi les hommes. Et les femmes aussi, bien heureusement. Et je suis comme vous. Et mon objectif, et leur objectif, c'est que vous deveniez meilleurs que nous. C'est très différent. C'est très différent. Je ne suis pas en train de vous dire « suivez-moi ». Je suis en train de dire « essayez de me précéder si possible ». Parfois, il y a des journalistes qui me disent « vous avez beaucoup de, en anglais, followers ». C'est intéressant parce que ça veut dire « celui qui suit ». J'aime mieux la question en anglais. On n'a pas l'équivalent. Vous avez beaucoup, on dirait en français, vous avez beaucoup de suiveurs. On peut le dire un peu. On dit, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent. Je veux pas. C'est moi qui vous suis. C'est moi qui vous suis. Je suis votre follower. Moi, je suis là pour vous dire, allez dans cette direction et je marche derrière vous. Je veux pas que vous marchiez comme des moutons derrière le berger. Je veux que vous soyez tous des bergers et moi, je suis un petit mouton. Ça me plaît beaucoup. Mais on y arrivera. Nous sommes un troupeau de bergers. Et il y a un agneau qui vient pour vous dire allez dans la bonne direction. Je me sens tout à fait un agneau. On disait d'ailleurs l'agneau de Dieu, hein, l'agneau des Elohim. C'est beau un petit agneau. C'est très vulnérable, mais ça peut un petit agneau conscient qui dit voilà, troupeau de bergers, marchez devant moi. Montrez-moi la voie. Je veux que vous me guidiez. Vous. Hein, comment voulez-vous? Est-ce que vous voulez me guider? Est-ce que vous voulez m'aider? Devenez des Bouddhas, tous. Je veux d'entre vous, ceux qui sont les plus petits, les plus faibles, ceux qui se sentent vraiment... moi, alors qui suis-je pour avoir le privilège d'être avec Raël? Je veux que vous regardiez le ciel ce soir. Waouh, je peux être meilleur que les Elohim. Et ressentez ça, car c'est vrai. C'est ce qu'ils attendent de vous. Je le dis, c'est ce qu'ils attendent de chacun d'entre vous, de devenir meilleur qu'eux. Sur tous les plans. Bon, côté scientifique, ça va prendre un peu de temps. Vous impatientez pas, vous y arriverez peut-être pas dans cette vie-là. À moins que Brigitte puisse vous cloner rapidement, ça peut prendre un certain temps. Mais par contre, sur le plan spirituel, philosophique et de la conscience, immédiatement, je le redis, immédiatement, quand vous vous mettez en état de Bouddha, si vous atteignez cet état de Bouddha en n'essayant pas de l'atteindre, donc immédiatement en étant éveillé, en étant conscient et heureux, vous êtes au même niveau que Yahvé, au même niveau que moi. Quand on est en harmonie avec l'infini, être en harmonie avec l'infini, il n'y a pas de niveau. Okay? On ne peut pas être plus ou moins en harmonie avec l'infini. Moi, je suis en harmonie avec la moitié de l'infini. Il y a des gens qui font un peu de mathématiques. La moitié de l'infini, c'est grand comment? On ne peut pas avoir 10% d'harmonie avec l'infini. 10% de l'infini, c'est grand comment, Pierre? C'est comme ça, il dit. Elle est bonne. Tu penses à quelque chose de particulier? Et donc, quand on est en harmonie avec l'infini, c'est tout ou rien. Vous ne pouvez pas être un petit peu en harmonie avec l'infini. Si vous êtes complètement dans... On peut mettre les ventilateurs, là je suis en train de sentir trop. Donc, merci. Ah, ça fait du bien, un petit peu de vent. Donc, c'est immédiat. Et quand vous êtes en harmonie avec l'infini, c'est total, c'est complet. L'infini ne peut être que total. Vous me suivez? Je vous aime à l'infini, plus 2 heures.
Ça se peut pas, l'infini c'est pour toujours. L'infini, j'aime l'infini plus 10 km. Non, l'infini c'est tout, c'est infini. Ça ne se fractionne pas et ça ne se multiplie pas. Donc quand vous êtes complètement en harmonie avec l'infini, vous êtes au même niveau qu'il y avait. Vous êtes au même niveau que moi, c'est sûr. Vous êtes au même niveau que tout le monde. Vous pouvez, il n'y a pas de degré dans la progrès scientifique. Alors là, par contre, il ne faut même pas y penser. Là, il ne faut même pas imaginer, essayer d'imaginer le niveau de science des Elohim. C'est du temps perdu. C'est amusant. Mais vous avez 99,99% de chance, et 0,99 à l'infini, de ne pas y arriver. Parce que le niveau de technologie et de science des Elohim est inimaginable, même pour les plus grands génies que la Terre ait porte et portera pendant des siècles. Et probablement des millénaires. Probablement 25 000 ans. Puisqu'ils ont 25 000 ans. Donc, c'est perdre du temps que d'essayer. Des fois, les scientifiques me disent « Je crois comprendre les messages que donc on peut se déplacer plus vite que la lumière. » Je ne cherche pas. Cherche à ton niveau, fais progresser la science des hommes. Et c'est pas... Ça sert à rien, quoi. C'est comme un pygmée qui voudrait... Attends, je crois comprendre comment fonctionne un Boeing 747. C'est du temps perdu, quoi. Il peut pas. Il lui manque tout un tas d'échelons, d'un échelon de milliers d'années qui nous ont amenés du niveau du pygmée jusqu'au niveau de faire des Boeing 747, qui sont extrêmement primitifs encore. Parce que le Boeing 747, c'est quand même un instrument extrêmement préhistorique par rapport aux Elohim. C'est du niveau du boomerang pour eux. Ils regardent le Boeing 747, ils se rendent compte, il y a des gens qui utilisaient ça. Et la navette spatiale, wow, c'est une pièce de collection chez eux. Ils enlèvent la poussière, parce qu'ils ont eu des choses comme ça, mais il y a 25 000 ans, quoi. Alors nous, on était émerveillés devant nos téléphones portables, devant les textings, là, tout ça. C'est à peu près un boulier pour eux, quoi. Vous savez, quand on regarde les bouliers d'autrefois, là, c'est des trucs, ils disent, voilà, c'est pas impensable. Pour ça, les astrophysiciens qui essaient de communiquer avec les extraterrestres, là, en captant les ondes, hein, ils ont des grands radars pour capter le SETI. SETI intelligent, ça, pour capter les ondes. C'est un petit peu comme si des scientifiques aujourd'hui disaient, attends, à l'époque, nous, on communique, les Indiens d'Amérique, avec des signaux de fumée. On va regarder avec des jumelles pour voir s'il y a des signaux de fumée dans l'espace. C'est à peu près ça, parce que c'est une technologie, toutes nos ondes qu'on utilise actuellement, d'électromagnétique, de communication, il y a longtemps qu'ils n'utilisent plus ça. Vous me suivez? C'est comme les magnétophones à cassette. Bon, les jeunes, je parle des fois des très jeunes, ils disent, c'est quoi? Parce que les premières méditations, je leur explique, on a fait des cassettes. Ils me disent, c'est quoi une cassette? Ils ne savent pas. Hein? Puis des gestuels qu'on a, que ma grand-mère avait. Je vais te téléphoner. C'est quoi ça? On ne sait plus, personne ne sait ce que c'est, ça. Peut-être dans des vieux films, vous avez vu. Alors, maintenant, on dit, je vais te téléphoner. Si vous dites ça à des primitifs africains ou amazoniens, ils disent, c'est quoi ça? Il y a un film que je veux vous projeter, d'ailleurs il est prêt, je pense, on le verra prochainement, où on voit des gens de Papouasie, de Nouvelle-Guinée, qui pour la première fois rencontrent les humains du monde occidental. Ils sont humains aussi, mais première fois des gens du monde occidental. Et quand ils voient des technologies qu'ils ont, la caméra, où ils peuvent se voir dedans, ils ont une gestuelle, ça parle les gestes. Ils font ça. Nous, ça veut dire il est idiot, lui. Non, là, c'est qu'ils sont heureux et émerveillés. Les gestes qu'on a ne sont pas les mêmes. Hein? Si vous voulez insulter en Amérique, vous faites ça. En Italie, faites pas ça. Hein? Donc les gestes changent. Peut-être qu'il y a les Elohim, quand on fait ça, ça veut dire espèce de con, quoi. On ne sait jamais ce qu'on va faire. Alors on ne sait pas qu'il vaut mieux mettre tous les doigts, comme ça on est tranquille. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est la différence technologique. N'y pensez même pas. C'est beau de rêver, si, c'est bien d'essayer d'imaginer. En fait, si vous voulez imaginer la technologie des Elohim, le niveau de science des Elohim, imaginez l'impossible. Et là, vous avez une chance de trouver où ils en sont. Tout ce qui est impossible,
Tout ce que les scientifiques de la Terre disent est impossible, alors c'est leur science. C'est vite fait, comme ça vous êtes tranquille, quoi. On ne peut pas voyager plus vite que la lumière. Crac, c'est bon. Il est impossible de transformer de l'or en plomb, ou du plomb en or. Ok. Tout ce qu'ils vous diront c'est impossible, c'est possible. Il est impossible de vivre éternellement, paf, ça marche. Alors, vous pouvez laisser aller votre imagination, histoire de rêver un peu à tout ce qui est impossible. Il est impossible de déplacer des systèmes solaires entiers. Ils le font. Hein? Ça, on me l'a expliqué. On m'a pas dit comment ça marche, parce que je ne crois pas que j'aurais été capable de comprendre. Moi, je suis un pygmée comme vous, hein. Mais je sais qu'ils déplacent des systèmes solaires entiers. Tiens, la Terre, là, le Soleil qui est là, puis ces planètes, on va tout mettre là de l'autre côté. Peut-être c'est un jeu, hein. Je ne sais pas pourquoi ils le font, mais ils sont capables de le faire. Je crois que c'est par amour. Je pense que quand il y a des cataclysmes cosmiques qui se produisent à certains endroits, ils disent ceux-là, il faut les sauver. Allez hop, on va pousser tout ça, clac, et on le met ailleurs. Il y a des météorites géantes, je ne sais pas, là, j'essaie d'imaginer pourquoi ils font ça, qui se déplacent et qui peuvent parfois écraser des planètes ou créer une explosion entre deux soleils. Probablement qu'ils disent attention, là, il y en a une qui arrive, allez hop, on va le pousser. Et ils s'amusent, probablement, avec ça. Avoir une planète à vous, vous créez la vie, impossible. Eh bien, on va vous en donner une quand vous serez éternel. Parce que l'univers étant infini, il y en a pour tout le monde. Hein. Qui c'est qui veut une planète pour créer la vie un jour? Vous l'avez. C'est donné. Mais il faut mériter ça, par exemple. Il va falloir travailler pour l'amour sur la Terre. Parce qu'on ne veut pas recréer des imbéciles qui sont pleins de haine. Recréer des gens malheureux, les Elohim seraient extrêmement sadiques. Tiens, toi, t'es très malheureux, dépressif, tout à l'heure, on va te recréer. C'est terrible. C'est ce que disent les catholiques. Hein. Vous avez beaucoup souffert sur la terre, vous êtes malheureux, dépressif. Vous inquiétez pas, on va vous recréer au paradis. Vous serez éternellement malheureux. C'est ça le paradis des catholiques. Non, si vous êtes triste, vous ne serez pas recréé. Si vous voulez avoir la vie éternelle, soyez heureux. Jouissez de cette... Est-ce que vous êtes heureux? Oui. Est-ce que vous voulez être heureux? Non. Super. Est-ce que vous voulez rester heureux? Oui. Oui, ok. Ça va vite, hein? Disons, les cerveaux européens sont aussi bien qu'en Asie. Hein. Je vous aime tellement. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. J'espère dire ça un jour à celui qui essaiera de m'assassiner. Vous m'avez manqué. On peut manquer et manquer, hein? Alors, amis et frères et sœurs Bouddha, puisque vous êtes tous Bouddha maintenant, ok? Mais il faut y croire. Si vous doutez de vous-même, vous n'y arriverez pas. Oh ben non, moi je ne suis pas capable. Si, tout de suite, là, maintenant, j'aimerais que tout le monde arrête d'écrire, que tout le monde s'assoie verticalement sans s'appuyer à la chaise. On va faire une petite méditation, nouvelle méditation, toute simple. Il faut y croire, hein, c'est comme pour marcher sur l'eau. Il faut y croire et avoir la technologie derrière. Mais il faut y croire. Et la technologie, là, vous l'avez pour ce qu'on va faire. C'est la plus belle, la plus forte de toutes les méditations que j'ai jamais enseignées et que j'enseignerai jamais. Vous êtes prêts? C'est très court. On respire. Toujours, parce qu'il faut respirer. On ferme les yeux. Et vous vous ressentez Bouddha. Éveillé au maximum. Heureux au maximum, immédiatement et totalement. Comme jamais vous l'avez été, et comme vous le serez pour toujours. Parce que c'est une décision. Si vous êtes capable en une seconde de le ressentir, vous pouvez le garder. Ça va créer des réactions. Oui, oui. La première réaction, c'est de rigoler. N'arrêtez pas. Le Bouddha rigole toujours. Il y a plein de statues du Bouddha qui rigolent. Si vous avez envie d'éclater de rire, éclatez de rire. C'est normal. Mais oui. Laisse-toi aller. Si quand tu es au maximum du bonheur de ta vie, tu ris pas, tu y es pas.
Et n'essayez pas de penser à ce que les autres vont penser. Vous en foutez, vous êtes Bouddha. Si vous êtes Bouddha, qu'est-ce que ça peut vous faire ce que les autres pensent de vous? Plus fort! C'est le plus beau jour de votre vie, le plus beau moment de votre vie, la plus belle seconde de votre vie. C'est là, c'est maintenant. Mais oui, si vous rigolez pas là, vous rigolerez jamais. Allez, vas-y. Bon, vous ouvrez doucement les yeux et vous gardez ça. Gardez ça. Si vous avez réussi, si vous n'avez pas réussi, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas réussi, ça viendra. À un moment donné, comme vous pouvez passer des années à essayer d'apprendre, et puis quand vous n'essayerez pas, ça va venir. Naturellement. Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est génial. Le rire, naturellement. Ben voilà, c'était mon objectif de ce matin. Et vous savez, juste une seconde. Après, je m'en vais parce que... Juste une seconde. Après, je m'en vais parce que j'ai trop parlé, là, quand même. Un peu. Il y en a qui se demandent... Les Elohim, quand ils sont arrivés sur... Yahvé. Waouh, Yahvé. Jéhovah, enfin, Dieu, pour ceux qui ne comprennent pas, sans sous-titres. Parce que quand on parle des Elohim, quand on parle de Yahvé, il faut mettre un sous-titre Dieu, sinon les autres ne comprennent pas. Quand ils sont arrivés sur Terre et qu'ils ont créé les premiers humains, est-ce que les gens essayaient d'imaginer la tête qu'ils avaient? Pas celui qui l'a créé, parce qu'on la connaît, mais eux, les Elohim. Qu'est-ce qu'ils étaient là comme des scientifiques? Éclat de rire dans le laboratoire. Éclat de rire général. Les gens sont déçus quand ils aimeraient que je parle des Elohim, que je suis allé les voir et puis qu'ils étaient là. Mes frères. Non, ils rigolent sans arrêt. C'est très très dur de parler avec eux parce qu'ils rigolent. On a toujours l'impression qu'ils se foutent de vous quand on arrive. Un petit humain primitif qui arrive tout d'un coup au milieu d'eux. Généralement, quand on voit des gens rigoler, on dit « se foutent de moi », quoi. Mais c'est pas vrai, c'est juste du bonheur. Ils rigolent. Il y avait, au premier contact, j'en parle pas parce que je l'ai jamais dit ça, parce que sinon les gens diraient déjà qu'ils le disent, alors là ça sera. Mais quand il est sorti de l'OVNI au Puy de la Sola, il rigolait. Et puis quand après on s'est approché, il rigolait aussi. Devant mes réactions, je les comprends parce que c'était tellement primitif mes réactions. C'est genre, est-ce que vous venez de loin? Non, non, du village à côté, là, juste... Il faut se trouver dans cette situation pour voir comment on devient con, mais alors vraiment con, quoi. Un ovni qui arrive, là, vous venez de loin? Mais on perd ses moyens, c'est sûr qu'on perd des moyens. Je voudrais vous y voir dans les mêmes circonstances. Et ça n'a pas cessé d'être une rigolade permanente. Quand on est arrivé lors du deuxième contact sur la planète où ils vivent, mais ils sont en train de rire en permanence. Ne vous attendez pas à être créés avec des anges qui sont là. Oh, mais... Non, 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 non. Ça pleure de rire en permanence. Ils se font des blagues en permanence. Ils sont farceurs.
La ceinture, j'explique la ceinture qu'on met là. Bon, ok. Alors moi, évidemment, vous savez, c'est comme un enfant qu'on voit marcher, les enfants qui commencent à marcher là. Bon, moi j'ai mis la ceinture parce qu'elle suit ce que vous pensez, quoi, la ceinture. Vous la guidez par la pensée. Alors eux, ils étaient autour, puis ils faisaient des loopings, des trucs. Puis, vas-y, t'es capable. Puis moi, oh, c'est spécial. Pas tout, je peux pas tout vous raconter, mais les toilettes qui vous lèchent le derrière, ça c'est quand on s'y attend pas, quoi. C'est que tout. Ils avaient mis du papier quand même pour pas trop me dépayser, mais il y a un système là qui vient mieux que le washlet japonais. Hein. Le washlet, c'est un petit jet d'eau, mais là, on dirait une langue qui arrive. Floc. Enfin, je veux pas tout vous raconter. Mais ils rigolent sans arrêt, et je suis persuadé que c'était retransmis, mes réactions, un peu comme la caméra cachée. Ils voulaient tous voir le petit dernier. Comment ils réagissaient, quoi. Et puis en plus, les caméras qu'ils ont sont tellement cachées qu'on peut même pas les... Enfin bon, c'est... Mais enfin, je peux vous dire, il y a des caméras cachées, même avec vous, et tout le temps. Hein. Ça, je ne le savais pas à l'époque. Ils voient tout ce que vous faites. Hein. En permanence, c'est enregistré. Un jour, vous pourrez voir tous les petits secrets que vous avez... Tout. Alors, je crois que j'en ai assez dit, mais pensez à une chose très, très importante et très sérieuse. L'éveil et l'épanouissement, c'est dans la rigolade. Tous ceux qui vous disent autre chose, c'est des faux prophètes, des faux bouddhas. Ah ça, il y en a beaucoup. L'éveil, c'est la rigolade. C'est la première étape dans l'éveil, c'est de rire. C'est le rire, c'est le bonheur. Sans bonheur, ce serait idiot d'atteindre un éveil sérieux. À quoi ça servirait ? Si c'est pour être éternellement sérieux, il vaut mieux être non éveillé et rigoler. On a de la chance, ça va de pair. Comme disent nos pères, ça va de pair. Il faut être heureux pour être éveillé. Il faut être heureux si on veut avoir une chance de devenir éternel. Il faut rigoler sans arrêt. Alors ce stage, c'est un stage de rigolade. Quel est le thème du stage ? Eh bien, c'est une rigolade éternelle que nous allons passer une semaine ensemble en essayant de ne pas essayer, pour être complètement dans l'être immédiat, pour être tous des Bouddhas, pour être tous fous de joie en permanence, pour se sentir un avec les Elohim, se sentir un avec l'infini. Quand vous sentez un avec l'infini, vous ne pouvez vraiment pas être sérieux. Bonne journée à tous.